même si, et nous en avons peut-être la démonstration aujourd'hui, il peut se faire que la démocratie politique donne un coup de main décisif à la démocratie sociale lorsque, dans les derniers mètres, les blocages classiques doivent être dépassés. Alors j'en viens maintenant à la négociation, à ce que la négociation a donné et a permis comme avancée et comme accord, pour ainsi dire, acquis. Je dis pour ainsi dire parce qu'il n'y a pas eu de signature, mais on a fait le bilan précis des conversations, des négociations, et ce sont ces avancées que je voudrais maintenant indiquer et partager avec vous. Première avancée, tous les participants ont accepté le principe du retour à l'équilibre en 2030 pour assurer tout simplement la sauvegarde de notre système par répartition. Deuxième avancée, tous les participants se sont accordés, et ça n'était pas facile, pour ne pas remettre en cause dans cette négociation les conditions d'âge fixées par la loi de 2023. C'est une avancée décisive et je veux saluer le courage des responsables qui se sont accordés sur ce point. Troisième avancée, tous les participants se sont accordés pour améliorer la condition des personnes, spécialement celles qui ont eu des carrières hachées, souvent des femmes, le plus souvent des femmes, face à l'âge d'annulation de la décote, c'est-à-dire pour diminuer l'âge des départs à taux plein, ramené de 67 ans à 66 ans et demi. Quatrième avancée, tous les participants se sont accordés pour améliorer sensiblement et immédiatement les retraites des femmes, le droit à la retraite des femmes ayant eu des enfants. Au lieu de la référence aux 25 meilleures années pour calculer la pension de retraite, pour les femmes ayant eu un enfant, on gagne une année, la référence étant ramenée à 24 ans, et pour celles en ayant deux ou davantage, 2 années, en ramenant cette référence à 23 ans, aux 23 meilleures années. Cinquième avancée. Ils ont de la même manière accepté une meilleure prise en compte des trimestres liés à la maternité pour un départ anticipé au titre des carrières longues, gagnant ainsi 2 trimestres au titre de la maternité. Sixième avancée. Tous les participants se sont accordés, c'était une demande très explicite et très soutenue des organisations syndicales, pour que soit mieux prise en compte la pénibilité du travail. Alors je vais énumérer les demandes qui étaient celles des organisations syndicales sur la pénibilité. Voulaient d'abord la réintégration des 3 critères de pénibilité dits ergonomiques, port de charges lourdes, exposition aux vibrations et posture difficile, qui avaient été écartés de la liste des critères de pénibilité, 6 autres critères, le travail de nuit, par exemple, au moment de l'adoption de la loi de 2023. Ensuite, ils demandaient la définition à partir de ces 3 critères d'une cartographie des métiers exposés, métiers à risque de pénibilité, permettant un repérage précoce et donc d'une certaine manière permettant une cartographie du risque. C'est la deuxième demande des organisations syndicales. Ces 2 premières demandes ont été acceptées telles quelles. Il y avait une troisième demande qui était la définition de la réponse à ces risques de pénibilité. Il y avait 2 types de réponses évoquées. Le premier type de réponse, c'est la mise en place d'une politique de prévention généralisée. Et la deuxième réponse, c'est la recherche de réparation des exigences et demi satisfaites. Il reste, et ici la négociation n'a pas tout à fait permis d'aboutir. Entreprises et organisations syndicales
s'accordant complètement sur la prévention, mais pas sur la réparation. Les uns, les organisations syndicales souhaitant une réparation générale, et les autres, les entreprises, une réparation individuelle sur décision médicale. Et sur ce point, en effet, il demeure une recherche d'accord. Ou, je vais le dire autrement, sur ce point, une recherche d'accord est indispensable. Mais je suis persuadé qu'un chemin d'accord existe et je voudrais dessiner ce chemin. À partir précisément des travaux les plus récents des partenaires sociaux. Au mois de novembre et hier soir, les partenaires sociaux ont progressé beaucoup sur un accord dit transition-reconversion. Cet accord a été défini en novembre à partir de l'obligation d'une visite médicale à 45 ans. Et si l'on réfléchit à ce que pourrait être une politique générale de lutte contre la pénibilité, j'imagine qu'aucun d'entre nous ne souhaite que la pénibilité soit maintenue tout au long de la carrière. Si l'on se donne comme objectif de repérer, à partir de ces visites médicales et de cette cartographie, les expositions à la pénibilité, on peut souhaiter, vouloir, on peut imaginer qu'on puisse proposer des réorientations aux salariés qui y sont exposés. Et donc, si je résume sur ces questions de pénibilité, à la fois de définition, il y a un accord complet, de cartographie, il y a un accord complet, demeure un accord complet sur la prévention, et il y a une discussion possible et souhaitable, à propos de laquelle je pense qu'il existe une voie de sortie pour la réparation. Enfin, s'agissant du financement de ces changements, 2 accords ont été trouvés. Financement de la pénibilité dans le cadre des accidents de travail et des maladies professionnelles, c'est 500 millions. Et rationalisation possible du cumul emploi-retraite, c'est 500 millions supplémentaires. Il n'y a pas encore d'accord trouvé. C'est la même chose. C'est le point qui reste à éclaircir pour boucler le financement des mesures de justice et de retour à l'équilibre, c'est 400 millions. Mais je suis persuadé, pour avoir parlé avec toutes les organisations et envisagé avec elles des possibilités de compromis ou d'innovation ou de découverte d'un chemin nouveau, je suis persuadé qu'on peut très vite trouver un accord sur ce sujet. Et vous voyez bien qu'il n'y a plus que 2 sujets qui demeurent à résoudre et qui sont des sujets, pardon de le dire, solubles, à portée de la main, alors que la totalité des décisions qui ont été l'objet d'un accord au moins implicite sont impressionnantes. Et vous conviendrez avec moi, j'en suis sûr, que rapporté à l'ampleur des progrès et équilibre de notre système, âge, carrière des femmes, décote, pénibilité, décote et pénibilité, ces 2 sujets à traiter sont peu de choses dans les derniers mètres. Les experts et les négociateurs des organisations vont se remettre au travail pour rapprocher les points de vue. J'ai écrit dans mon texte, donnons-leur 3 semaines, donnons-leur 15 jours, parce que certaines organisations m'ont dit 3 semaines, c'est beaucoup trop long. Donnons-leur 10 jours. Je suis persuadé que ces 2 points, je ne veux pas dire secondaires, mais secondes, par rapport à l'ampleur des progrès qui ont été faits, ces 2 points sont faciles à traiter. Le compromis est apporté. Et c'est ce que je souhaite. Si les partenaires ne parvenaient pas à se mettre d'accord, le gouvernement prendrait ses responsabilités et proposerait des dispositions de compromis qui seraient introduites dans le texte, qui en tout état de cause, prenant en compte tous ces progrès, sera, comme je m'y étais engagé, soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Il y aura donc une démarche législative, une démarche du Parlement pour répondre à toutes les questions posées. C'est une méthode qui est fondée sur l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux. C'est une méthode de confiance, initiée par le gouvernement, conclue par le gouvernement au moment décisif, lorsqu'il s'agit non pas d'organiser un accord, mais d'entraîner les corps intermédiaires dans les derniers mètres. J'ai été très frappé par le travail et par l'esprit de responsabilité. Et je voudrais vous dire le nom des négociateurs, parce que c'est eux qui ont fait, autour de M. Maret, le travail. Sous la responsabilité de Maryse Léon pour la CFDT, c'est Yvan Ricordeau. Sous la responsabilité de François Hommeril pour la CFE-CGC, c'est Christelle Thieffini. Sous la responsabilité de Cyril Chabagnier pour la CFTC, c'est Pascal Coton. Sous la responsabilité de Patrick Martin pour le MEDEF, c'est Diane Milleuron de Perrois. Et enfin, sous la responsabilité d'Amir Reza Tofigui, pour la CPME, c'est Éric Chevet. Je trouve que le nom de ces femmes et de ces hommes qui ont participé à construire un tel accord sans se laisser entraîner dans des blocages définitifs, comme on vient de le voir, méritait d'être dit. Je suis persuadé que la méthode qui a été suivie, elle est un signe d'espoir pour la démocratie sociale. Et pour moi, un espoir pour la démocratie sociale, c'est un espoir pour la démocratie tout court. J'avais dit à propos d'un autre événement, jamais sans les Français. Je suis persuadé que ça n'est pas en accentuant les conflits qu'on résout les problèmes de la nation, c'est en essayant scrupuleusement de trouver des réponses et de dessiner des accords. C'est ce que nous avons fait et je remercie tous ceux qui y ont participé. Je viens de faire devant vous la liste exhaustive des sujets abordés et des points d'accord trouvés. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour ceux qui ont consenti à cet effort, pour certains qui n'en avaient pas forcément envie, pour d'autres qui avaient probablement des buts et des ambitions beaucoup plus exigeantes. Mais ceci est fait pour améliorer la vie des Français et la vie de ceux qui, au travail, vont partir à la retraite ou envisagent de partir à la retraite. Il y aura d'autres améliorations dans le temps. Mais en tout cas là, le texte relevant tous ces accords sera soumis au Parlement à l'automne dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je vous remercie. Si vous avez quelques questions. Bonjour, Anne Renaud de l'AFP. Je voulais vous demander quelle disposition de ce que vous avez énuméré comme avancée relève de la loi. Toutes. Hein? Là, le plus grand nombre. J'avais tout en tête. Faut-il comprendre que les travaux vont se prolonger dans le cadre du conclave autour de M. Maret? Non, il n'y a que ces deux points seconds qui vont faire l'objet de discussions, d'abord direct, s'il faut un médiateur, M. Maret est là, je suis à la disposition des partenaires sociaux. Et comptez-vous reprendre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale l'idée de désindexer les pensions des retraités, s'il vous plaît? Ceci va faire l'objet de débats dans le cadre plus large, des questions qui vont être posées autour du 14 juillet, dans la question si exigeante des finances publiques et des problèmes que nous avons devant nous. Je pense que j'ai indiqué que je ne voulais pas cibler telle ou telle catégorie de la population. Pas cibler les retraités. Je veux que, devant la gravité des problèmes qui se posent au pays, tout le monde ait la certitude que chacun va participer à sa mesure et à sa manière.
Bonjour Monsieur le Premier ministre, Astrid Mesmorian de France Télévisions. J'ai deux questions s'il vous plaît à vous poser. La première, le taux plein à 66 ans et demi et la légère amélioration de la pension des mères de famille. Savez-vous combien ça coûte et comment pensez-vous le financer s'il vous plaît? Il y a eu un accord, j'ai indiqué les accords financiers qui ont été trouvés sur ce sujet. Et donc, vous dites légère amélioration. Lorsque vous êtes une femme qui a mis des enfants au monde et qui ainsi a perdu des facilités pour son activité, pouvoir gagner 2 années sur les meilleures années comme référence pour la pension de retraite, à mes yeux, c'est pas une légère amélioration. Et gagner 6 mois, c'est pas une légère amélioration. Et si vous ajoutez l'une des deux mesures à l'autre, c'est pas une légère amélioration, c'est une amélioration tout court. Merci. Ma seconde question est la suivante. Vous aviez engagé la réussite de votre gouvernement sur l'organisation de cet événement, le conclave. Le conclave ayant échoué, si je puis me permettre, quelles conclusions faut-il en tirer quant à votre gouvernement? Merci. Madame, est-ce que vous étiez à cette conférence de presse là? Vous venez d'arriver. Vous n'avez pas entendu le texte de la conférence de presse. Alors franchement, oser parler d'échec quand on a un tel nombre d'accords essentiels sur le régime des retraites, ça ne me semble pas réaliste. Mais peut-être vous étiez venu avec la question avant d'entendre la réponse. Bonjour Audrey Tizon, France Info. Les socialistes vous accusent de trahison depuis quelques jours. Ils ont déjà déposé une motion de censure. Comment vous jugez leur attitude? Qu'est-ce que vous leur répondez? Je pense qu'il y a des réflexes. Je pense que ils entraient un peu comme la question de votre consoeur. Ils entraient dans le problème avec la certitude qu'on échouerait et qu'il n'y aurait pas de texte proposé au Parlement. Alors maintenant, ça paraît un peu baroque, mais je pense que ce sont des raisons internes. Quand on a les organisations syndicales, celles que j'ai nommées sont des organisations syndicales de premier plan, toutes ne sont pas là, mais disons tous ceux qui participent au réformisme. Je n'imagine pas que le parti de Jacques Delors et de Michel Rocard, par exemple, pour ne citer que ceux qui ne sont plus là, puissent considérer que c'est objet de censure. Je crois pouvoir le dire, les sociodémocrates que je connais bien, je partage avec eux, nous partageons avec eux l'idée que c'est précisément dans la responsabilité de la société civile qu'on doit trouver des aménagements sur des sujets essentiels pour les femmes et les hommes, et je commence exprès par les femmes. Et donc je pense que vous avez besoin de manifester un signe d'opposition pour des raisons internes que je peux comprendre et que je ne condamne pas. Mais je ne crois pas que sur le fond, le Parti socialiste, avec son histoire, puisse être en désaccord avec cette méthode. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Mathilde Piquet, RTL. Dans les négociations, un des points de désaccord portait aussi sur les carrières longues. Dans quel sens est-ce que vous comptez arbitrer sur ce point-là? Est-ce qu'on garde les bornes d'âge actuelles? Est-ce qu'on n'en met qu'une seule, notamment à 18 ans Franchement, cette question est ouverte et elle est notamment reliée à la question d'un meilleur équilibre du financement que j'ai évoqué dans le papier. J'en ai beaucoup parlé avec les organisations syndicales et des entreprises. Je pense qu'il y a des réglages à trouver sur ce sujet et j'ai confiance que nous allons les trouver d'ici au PLFSS. Bonjour, Julien Lenny pour France Inter et Radio France. Il y a un sondage qui est paru 2 heures avant le début de votre conférence de presse qui montre le pessimisme certain des Français. 2 Français sur 3, d'après ce sondage, pensent que vous ne finirez pas l'année à Matignon. Est-ce que vous pouvez répondre au pessimisme de ces Français? Non, d'abord, je veux leur répondre que je comprends très bien leurs sentiments. Le même sondage, au mois de décembre, quand j'ai été nommé, pour 84%,
considérait que je n'atteindrais pas la fin de l'année 2024. Bon, on a passé la fin de l'année 2024 et si quelqu'un est conscient des risques que la situation politique du pays, sans majorité d'aucune sorte, ni absolue ni relative, fait courir au gouvernement. Le gouvernement de Michel Barnier, avant moi, a été censuré. Et je lis des menaces de censure tous les jours. C'est probablement le mot qui est le plus souvent écrit. Et donc je partage leurs soucis, leurs inquiétudes. Mais mon travail, à moi, notre mission, à nous, les ministres qui sont là avec moi, c'est de répondre aux questions qui se posent et aux enjeux du pays sans rechercher, si j'ose dire, la sécurité de l'emploi. Puisqu'on parle de travail, et je suis tout à fait déterminé, et moi-même, si vous m'aviez demandé de me situer dans le sondage, je ne sais pas où j'aurais été. Juste une petite relance, monsieur le Premier ministre. Certains vous accusent, y compris au sein du gouvernement, de chercher d'abord à gagner du temps, et pensent même que vous faites ça très bien. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous trouvez que c'est gagner du temps, ça? Certains pourraient le penser, oui. Certains pourraient le penser, alors c'est que voulez-vous, la malveillance est plus répandue que la lucidité. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Laurence Dequet. Je ne vous vois pas, alors. Ouais, Laurence Dequet au magazine Marianne. Est-ce que vous êtes prêt à confier le pilotage de la CNAV aux partenaires sociaux? Je l'ai dit. Je suis depuis longtemps acquis à l'idée que notre organisation sociale, nos systèmes sociaux, système de retraite, nos systèmes de sécurité sociale devraient en effet être entre les mains, être confiés à la responsabilité des partenaires sociaux. Il y a une condition, c'est qu'on arrive à l'équilibre. Il y a une condition, c'est qu'eux-mêmes le souhaitent. Mais devant M. Marette, je veux dire que l'Agirc-Arrco, le système de retraite complémentaire, est entièrement entre les mains des partenaires sociaux et qu'il a pris chaque fois que nécessaire les décisions de gestion et que sa situation financière est, pour le moins qu'on puisse dire, équilibrée. Et je voudrais que tous nos systèmes sociaux soient dans la même situation. Donc oui, je suis acquis, je ne sais pas si on y arrivera. Il faut que tout le monde dise oui et que tout le monde s'accorde sur une architecture et sur, comme vous l'avez dit très justement, l'exercice de la responsabilité. Mais mon intention, mon souhait, ma volonté, je vais presque dire mon rêve, c'est qu'en effet on change le système de gestion de la protection sociale en France et qu'on le fasse échapper aux conflits politiques, j'allais dire politiciens, qui empêchent les Français d'avoir confiance dans l'évolution de ce système, parce que la question c'est que, au bout du compte, c'est la survie du système qui est en jeu. Si, franchement, des jeunes garçons et des jeunes filles, ceux qui sont dans les générations les plus récentes, s'ils étaient conscients de la situation qui leur a été faite, ils manifesteraient dans la rue contre une organisation du système qui fait peser sur leurs épaules, qu'ils travaillent déjà ou qu'ils travailleront plus tard, qui fait peser sur leurs épaules le financement des retraites d'aujourd'hui. Quelle famille peut accepter ça? Et tout ça se passe sans qu'on dise rien, dans l'hypocrisie la plus complète, parce que c'est de l'hypocrisie. Vous croyez qu'il y a un des responsables qui ignore que c'est par le déficit et la dette qu'on finance tout ça? Pardon de cette expression un peu forte, ça m'indigne. Je trouve que cette irresponsabilité est d'abord une immoralité.
Alors je reconnais que ce n'est pas pratique de poser cette question. De même que la question du financement public, c'est pas pratique. Je préfère de beaucoup donner des sous et qu'on est assez intéressé à la question de savoir comment on les dépense. C'est ce qui a été fait depuis quelques décennies et vous m'accorderez que je me suis engagé très tôt, tout seul, contre cette fatalité. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Marie-Aude Grimont pour Actuel CSE. J'ai deux questions. Tout d'abord au sujet des femmes. Les partenaires sociaux à un moment ont évoqué de supprimer la dernière surcote de 2023 pour compenser d'autres propositions. Est-ce que vous maintenez bien cette surcote aujourd'hui? Les spécialistes sont là et je vois qu'ils hochent la tête. D'accord. La deuxième question, ils ont également évoqué une hausse des cotisations salariales et patronales comme nouvelle source de financement. Est-ce que c'est une piste que vous conservez ou que vous éliminez? Ça n'a pas été retenu dans le plan que nous avons présenté. Parce que faut que vous compreniez, je l'ai dit dans le texte, le souci du coût du travail est très important. Et le souci du revenu du travail est au moins aussi important que celui du coût du travail. Et donc, autant que je le pourrai, je protégerai le travail. Il n'y a plus de questions. Pardon. Vous êtes le dernier intervenant. Bonjour, Thibaut Petit pour TF1 LCI. Vous avez évoqué beaucoup de mesures qui ont un coût. J'en profite pour reposer la question de mon collègue de France Télévisions. Combien coûte-t-elle, notamment la retraite à taux plein à 66 ans et demi et non à 67 ans? Est-ce que vous êtes sincèrement persuadé que vous arriverez à l'équilibre financier d'ici 2030? Et comment comptez-vous le faire? Et si vous ne parvenez pas à un accord qui le permettrait, que comptez-vous faire? Merci. Chérie, Je suis maman elle a dit que tu dans ton ventilo. Elle arrive. L'engagement Ça, je le mets. Allez, viens. 2030. Vas-y. Elle Je arrive suis là. absolument déterminé à ce qu'on fasse le Normal. premier pas vers cet Mon équilibre fils. financier. Pour Elle ça, arrive là, il y a chérie. 1,5 milliard, quelque chose comme ça, si j'ajoute 2 fois 500 millions et 400 millions, on est dans cet ordre de grandeur-là qu'il faut financer, que les partenaires sociaux se sont engagés à financer pour les 2 tiers. Et le 3e tiers, j'ai indiqué que ma conviction, mon analyse, c'était qu'on était tout près d'un accord pour que ce financement puisse intervenir. Oui. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Thomas Després, RTL. Vous présenterez dans 15 jours votre budget. Vous savez, l'année dernière, les budgets ont été compliqués à passer pour votre prédécesseur Michel Barnier. Est-ce que vous essayez de chercher un accord politique également, un pacte de non-censure? Et ces points d'accord seront mis dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Est-ce que vous êtes en mesure de vous engager aujourd'hui à ne pas utiliser l'article 49.3 pour faire adopter ces mesures? Alors c'est une des caractéristiques de votre métier, que de considérer qu'il ne faut jamais s'intéresser à aujourd'hui et que ce qui est plus important, c'est de se demander ce qui se passera demain. Mais vos auditeurs, je crois, sont intéressés par ce qui se passe aujourd'hui, par un accord aussi important, alors qu'on leur avait dit que c'était un échec, comme disaient quelques-uns de vos collègues. Vous allez attendre jusqu'au 14 juillet. Alors c'est pas du tout ce que vous dessinez là. Des négociations politiques pour trouver un accord de non-censure, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ce que nous allons faire d'ici à la mi-juillet, un peu avant ou un peu après, probablement le 14 juillet. Ce que nous allons faire, c'est présenter aux Français, sans dissimuler, les conditions qui peuvent permettre à notre pays d'aller vers, non pas l'équilibre des finances publiques, mais un meilleur équilibre des finances publiques. Je considère que notre pays est menacé dans son avenir et dans son présent.
Il est menacé, j'ai fait, comme vous savez, une conférence de presse pour donner les vieux, nous avons fait avec le gouvernement, une conférence de presse pour donner les vrais chiffres. Je considère que la menace qui pèse sur nous est le résultat de décennies d'accumulation des déficits et de dettes, contre lesquels je me suis battu, vous m'accorderez tout seul. Mais je sais que la solitude, c'est pas si désagréable que ça. Et donc, on dit quelquefois qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et donc, ce combat que j'ai mené, c'est un combat d'urgence vitale. Et d'ici au 14 juillet, à mi-juillet, nous dirons, je dirai aux Français, quels sont les moyens, les voies et les moyens pour entrer dans un plan de retour à l'équilibre qui prendra 4 ans pour retrouver le seuil à partir duquel la dette n'augmente plus. Et ceci est pour moi un engagement d'honneur. Pas de trafic avec les appareils de l'État. Merci à tous.